Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité politique nationale. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 sont proclamés par la Cour constitutionnelle, consacrant ainsi le choix souverain du peuple. Ce scrutin qui s'est déroulé dans un climat globalement apaisé et marqué par une forte mobilisation citoyenne ouvre désormais une nouvelle page de la politique du Bénin. Au-delà de la victoire d'un duo de candidats, c'est toute une nation qui se projette vers l'avenir. Les attentes sont nombreuses, les défis tout aussi importants: gouvernance, développement économique, cohésion sociale et emploi des jeunes. Autant de chantiers qui interpellent le nouveau pouvoir qui sera installé le 24 mai 2026. Dans cette émission, nous allons analyser les enjeux de l'après-élection et explorer les attentes des citoyens. Et pour en parler, je reçois pour vous Herman Parfait Aniambossou, journaliste et chroniqueur politique. En face de lui, vous aurez Omar Salouf, journaliste également et chroniqueur politique. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter sur Instant Politique. Alors, je le disais dans l'introduction de cette émission, les résultats définitifs de l'élection du 12 avril 2026 sont connus. Herman Parfait Aniambossou, Omar Salouf, déjà, comment appréciez-vous ces résultats proclamés par la Cour constitutionnelle? D'abord, il faut saluer la célérité avec laquelle la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs de cette élection présidentielle dont nous avons eu les résultats provisoires confirmés un peu dans certaines mesures par la Cour constitutionnelle, ensuite définitivement entérinés par la Cour constitutionnelle qui désormais qui consacre le duo Wada Talata, duo officiellement élu par le peuple béninois. C'est la preuve que les atermoiements qu'on a connus le 11 janvier dernier avec les élections législatives couplées législatives et communales, la Sénat a pris un peu de la graine et a compris qu'il faut plus faire ça et que en décidant de rendre la Sénat professionnelle, c'est que on attendait un résultat de cette institution-là. Et donc pour moi, je pense que ce que la Sénat a fait, c'est du bon boulot. Le 12 avril dernier, c'est du bon boulot pour qu'on ait ces résultats. Et il faut féliciter, il faut décerner un satisfecit à la Sénat, à la Cour constitutionnelle et à tous ceux qui sont intervenus, les parties prenantes à cette élection. Je pense que, en clair, ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin a fait un bond qualitatif en termes d'organisation des élections. Votre appréciation sur le déroulé de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, on a pu voir quand même que cette organisation plus ou moins différente de ce qu'on a connu le 11 janvier qui a suscité assez de polémiques. Oui, on convient de ce que cette organisation faite par la Sénat pour l'élection présidentielle du 12 avril a été très bien et que prenant acte des difficultés rencontrées lors des élections couplées du 11 janvier, la Sénat a su corriger le tir, la Sénat a su mettre les petits plats dans les grands pour nous offrir une élection présidentielle acceptable. Et donc, je dirais plutôt que l'institutionnalisation de la Sénat a montré maintenant ses avantages et il faudra espérer que entre aujourd'hui et les 7 prochaines années à venir, que cette Sénat institutionnalisée là ne désapprenne pas, que cette Sénat institutionnalisée reste debout, reste dans les acquis, reste dans l'expérience pour que en 2033, lorsqu'on va parler à nouveau d'élections couplées législatives, communales, d'élections présidentielles, que tout ce background-là puisse servir de sorte que nous ayons de plus belles élections transparentes, dans la paix, et que les vainqueurs ou le vainqueur soit très vite connu pour qu'on ferme ces pages électorales-là. Alors, quand on regarde le taux de participation pour les élections législatives et communales, vous vous rappelez aussi bien du 11 janvier par rapport au taux de participation de la présidentielle, on constate quand même qu'il y a une nette amélioration du taux de participation. Déjà, ça dit que Robert Wadaï aujourd'hui est le fruit de l'adhésion populaire par rapport
aux élus communaux et législatifs que nous avons connus? C'est d'abord la preuve que les Béninois savent mieux que quiconque à quoi servent les élections. C'est la preuve que les Béninois savent distinguer les élections communales, municipales, législatives de la présidentielle. C'est la preuve que les Béninois savent mieux que quiconque ce qu'ils attendent de ces leaders-là. On a eu 30 et quelques % pour les élections législatives et communales. Les Béninois vont envoyer un signal à ces partis politiques-là, sans doute pour qu'ils sachent désormais que les électeurs sont fatigués de ces acteurs-là, parce que on prend les mêmes et on recommence. C'est à croire aujourd'hui que la politique est devenue un boulot, c'est devenu un travail, on s'y accroche, c'est devenu une carrière, alors que ce qu'on ne savait pas le passé, c'est que vous faites un peu, vous passez la main à d'autres personnes qui également savent faire le boulot, parce qu'on estime qu'en politique, vous n'êtes pas seul à représenter le groupe, vous êtes d'un certain groupe, et quand vous faites votre preuve, vous devez partir pour laisser la place d'autres, pas à vos enfants, contrairement à ce qu'on a constaté pour certains qui sont partis et qui ont préféré que ce soit leurs enfants qui les remplacent. Alors donc, les Béninois, dans leur majorité, ont dit, attention, le signal qu'on a donné pour les élections législatives et communales, on se dit que c'est compris. Maintenant, pour la présidentielle, c'est comment on fait pour que Wada et Romuald, déjà portés par cette pléthore, je vais dire, d'acteurs politiques, mouvements politiques, partis politiques, individus, citoyens lambda, qu'on puisse le sortir du carcan du monde politique pour pas que, après, les acteurs politiques se disent, c'est nous qui l'avons élu, c'est nous qui l'avons positionné. Vous avez vu après ce que ça a donné, le fossé. C'est à peu près 30% de fossé. Ça veut dire que les Béninois sont en train d'envoyer un signal fort à Wada pour lui dire, nous vous demandons de sortir de ce carcan-là, de ne pas vous laisser phagocyter par les acteurs politiques, sortez de ce carcan-là et gouvernez bien le pays. Je crois que c'est le signal que les Béninois sont en train d'envoyer à Wadaï. À entendre Emmanuel Kaffer, c'est à croire que c'est le peuple qui a permis d'avoir ce taux de participation. Et pourtant, avant l'élection, on a pu voir le rang aussi long que cela soit, avec l'adhésion populaire des acteurs politiques, des mouvements créés pratiquement dans toutes les régions, dans tous les coins du Bénin. Aujourd'hui, n'est-ce pas le fruit du travail fait par ces mouvements, ces partis politiques, plutôt que de penser que c'est les Béninois de leur gré qui ont choisi peut-être d'aller sans un mot d'ordre des partis politiques, des mouvements? Alors, les partis politiques sont a priori animés ou tenus par les acteurs politiques dont on parle. Ils étaient là, pourtant les mouvements politiques ont poussé comme des champions. Il y a un paradoxe. On parle d'élections de proximité en parlant des communales, des législatives. Élections de proximité pour dire que le dialogue est beaucoup plus direct avec le candidat, entre le candidat et... de proximité. Oui, entre le candidat et l'électeur. Pourtant, nous avons eu ce faible taux de 30%. On parle d'élections présidentielles où, en griffe, le candidat est tout perché là-haut et il y a 8 millions environ de Béninois qui sont appelés à l'élire. Pourtant, nous avons eu cette forte adhésion populaire. Ce signal devrait être perçu par l'acteur politique comme il n'y a plus en réalité un dialogue de confiance entre l'électeur et lui, l'acteur politique. Il n'y a plus cette proximité-là. Et ça devrait les interpeller à travailler à renouer cette confiance-là. Et dans le même temps, Romuald Wada devrait, comme l'a dit Herman, devrait savoir que, voilà, il y a une confiance, il y a un pont qui a sauté la tête de ces acteurs politiques-là. Et le pont est direct entre le peuple et lui. Et de sorte que le dialogue doit être maintenant, au lieu d'être de proximité avec les acteurs politiques, le dialogue doit être direct entre lui et le peuple pour qu'il travaille véritablement pour ce peuple-là. Est-ce à dire que désormais il faut considérer qu'il est redevable du peuple plutôt que des partis politiques? Il est redevable du peuple. Ça peut ne pas être du goût des acteurs politiques, les caciques des partis politiques qui se disent être les grands partis de la mouvance présidentielle. On les connaît, ils sont d'un grand secours pour l'arène politique, d'accord. Mais les mouvements qui ont été créés, pourquoi autant de mouvements alors que la réforme du système partisan dit que il faut des partis d'ancrage national, d'envergure nationale? Pourquoi cet échec-là, à ce niveau-là? Ça devrait forcément interpeller les acteurs politiques qui devraient savoir que il y a encore des choses à faire, il y a encore à faire pour renouer totalement la confiance
entre eux et le peuple. Emmanuel Fernando, quelle leçon tirer de cette présidentielle? C'est vrai, on a pu voir, aujourd'hui, le peuple a décidé, les acteurs politiques, dans un contexte d'élection de proximité, n'ont pas réussi à convaincre les Béninois avec ce taux de participation qui n'était pas pour autant élevé, mais considérer ce taux de participation pour la présidentielle. Quelle leçon on peut tirer de ce processus électoral? La première leçon à tirer de ce processus électoral, c'est que malgré l'organisation des élections couplées ou des élections générales, les Béninois ont su faire la distinction entre chaque type d'élection. Deuxième leçon, c'est que les Béninois ont compris mieux que quiconque que celui avec qui ils veulent signer le prochain pacte social, c'est bien Wadaini et pas d'autres personnes. Les Béninois ont également compris, quand ils ont envoyé comme signal aux acteurs politiques qu'ils n'ont qu'à apprendre à créer désormais un dialogue de proximité, ils n'ont qu'à apprendre à renouer avec leur base. Parce que, il me semble-t-il, les acteurs politiques aujourd'hui sont peut-être dénoncés, mais étant donné qu'il y a une réforme du système partisan qui aujourd'hui impose plus que ça ne discute avec les électeurs, ils sont obligés de faire comme mauvaise fortune bon cœur. C'est ce que j'ai compris. Les acteurs politiques doivent comprendre en réalité qu'ils doivent, après ces élections-là, retourner faire un petit bilan de leur participation aux élections parce que les mouvements, n'eût été les ravages, n'eût été tout ce que les mouvements ont fait sur le terrain, on n'aurait pas atteint ce taux de participation. Ensuite, à part les mouvements, il y a des anonymes, il y a des gens, acteurs de la société civile, il y a d'autres personnes qui ont travaillé à ce que nous atteignions ce taux-là. Et donc, que les partis politiques aujourd'hui... On a pu voir les centrales syndicales monter au créneau. Monter au créneau. Les gens aillent soutenir ce candidat. Et c'est là que, c'est ce que j'ai compris chez les centrales syndicales, c'est qu'elles ont dit, nous ne voulons pas que Wadaing soit élu par le seul fait des acteurs politiques. Nous voulons qu'ils sachent que la population porte vraiment sa candidature. Je pense qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques qui s'attirent ou bien qui se donnent la palme d'avoir travaillé à ce qu'on atteigne ces résultats, c'est comme s'ils sont en train ils sont faux pour la plupart, et c'est comme s'ils travaillent aujourd'hui à faire croire que c'est grâce à eux que Wadaing a atteint ce résultat, alors qu'en réalité, à eux seuls, ils n'ont pu rien faire pour que nous ayons 50% au moins pour les législatives et communales. Omar Salouf, on a pu voir, je l'ai rappelé, le taux de participation pour les législatives et les communales, on a pu voir la force, en tout cas la force de frappe des acteurs politiques, limitée à pratiquement 30%. Maintenant, on a pu voir les mouvements créés un peu partout, les centrales syndicales monter au créneau et des gens qu'on n'attendait pas du tout qu'on a pu voir monter au créneau pour demander à ce qu'on vote pour Wadaing. Mais aujourd'hui, les mêmes acteurs qu'on voyait qui bombaient le torse, qui reviennent encore pour dire que cette participation, c'est grâce à eux. N'est-ce pas un discours faux, n'est-ce pas une manière de vouloir s'arroger le travail de tout un monde? Oui, c'est parfois la vraie définition de la politique. Récupérer le travail des autres, s'arroger le droit de quelque chose qui n'appartient pas à soi, dire des choses, être dans le discours pour montrer qu'on est fort politiquement, arriver à mobiliser une centaine et un millier de personnes pour montrer qu'on est assis dans son fief. Tout ça, c'est parfois la définition de la politique. C'est parfois pour dire que quand tu es acteur politique de premier plan et que tu ne maîtrises pas un peu l'arène politique, les politiciens vont faire de toi ce qu'ils veulent. Certains présidents de la République en ont fait les frais. Certains présidents de la République ont été manipulés. Il y a un autre qui ne s'est pas laissé faire, qui a fixé les règles du jeu, qui a mis tout le monde au pas. Un autre qui est proche de nous, bien dans un pays lointain. Dans un pays lointain, ou dans un pays proche, ou dans un pays qui est le nôtre. Donc, on a vu un peu que un président de la République élu ou en attente, ou un candidat à l'élection présidentielle, s'il ne sait pas faire, les politiciens le manipulent, lui dictent la conduite à tenir par des déclarations fausses, en bombant le torse, en disant qu'ils sont les plus forts dans telle ou telle autre communauté. Et le résultat, quand on le voit tous, ils font très vite de commencer à dire que c'est grâce à eux que cela a été, parce que le président, le candidat, a été en réalité porté par un certain assentiment populaire. Il faut rappeler que nous sommes en fin de cycle, en griffe.
La rupture a fait 10 ans. Patrice Talon est en train de partir. Quoique présenté comme dauphin, Romian Wadayi est quand même quelqu'un qui... Romian Wadayi n'a pas changé le concept parce qu'en 2016, on a annoncé la rupture quand lui venait en dire plus loin ensemble. Donc, évidemment, il n'a pas changé le concept, ça veut dire que c'est la rupture qui continue. Donc, d'accord, mais le peuple a quand même su faire la différence entre, excusez le terme, entre la tête de Patrice Talon et la tête de Romian Wadayi. Il n'avait pas vu toute la campagne, il est sorti. Il est resté en retrait. Il a peut-être donné des consignes parce qu'il faut le rappeler, il est dans le comité stratégique, non, de campagne. C'est lui qui coiffe tout d'ailleurs. D'accord, voilà. Et donc, dans cette atmosphère-là, le peuple a quand même su faire la différence entre la personne de Romian Wadayi et la personne de Patrice Talon, parce que le peuple a su que en réalité, c'est Patrice Talon qui a gouverné, c'est Romian Wadayi qui était ministre des Finances, mais qui était sous les ordres de Patrice Talon. Maintenant qu'il a voulu prendre les rênes du pays, il faut le porter, il faut lui passer un message. Le message, c'est que nous croyons aller plus loin ensemble. Nous croyons aller bien plus qu'au-delà de ce que nous avions fait pendant 10 ans. Et donc, ce message doit être saisi par Romian Wadayi, qui devra, comme l'a dit Herman Pafiania Boussou, qui devra sortir du carcan de ces hommes politiques-là pour bien gouverner et mieux gouverner au profit du peuple béninois. Le 24 mai prochain, le candidat sera investi à Porto-Novo avec sa colistière Mariam Tarata Tchabi-Zimé Yerima, évidemment, qui, elle, fera son deuxième mandat en tant que vice-présidente de la République. Quels sont les défis immédiats auxquels le candidat ou le président désormais élu devra faire face? On a commencé par dire que la victoire du duo Wadayi-Tarata n'est pas le fait que des acteurs politiques, mais des mouvements, de tous ceux qui l'ont appuyé, tous ceux qui ont accompagné cette dynamique-là. Il a demandé, il a dit dans son premier souhaité, c'est aller plus loin, mais ensemble. Ensemble, je me suis fait la question, quand le premier souhaité est sorti, de savoir si le mot ensemble est bien pesé. Parce que pour moi, ensemble, c'est que aucun fils, aucune fille de ce pays ne doit être mis en marge, ne doit rester en marge de ce premier souhaité. Ça suppose que tout de suite, Wadayi a compris qu'il faut qu'il appelle tous les fils et filles du Bénin autour de cette gouvernance-là. Parce que justement, quand on a été élu à 94%, c'est une première au Bénin. C'est une première qu'un président de la République a été élu à ce... 94% du taux de participation. Oui, non. Pas les inscrits. Oui, en fait, non, taux de participation, oui. Parce que même pour les élections passées, autant fort des chaos, Bonilla, il n'a pas fait 94%. Il a même fait 90%. Chaos de Mathieu Kérékou également. Je crois, oui. Chaos de Mathieu Kérékou. Oui, en fait, non, c'était un match amical. Oui, il y a Iboni, même chaos de Patrice Talon, il n'a pas fait 90%. Ouais, donc c'est en 2001 de Jean-Mathieu Kérékou, ils n'ont pas fait 80, ils ont fait 80 quelques pourcents, voilà, 2001, et c'était 84% en 2001. D'accord, donc, je pense que Wadayi doit comprendre que quand on est porté par 94% des électeurs, donc taux de participation de ceux qui ont participé à l'élection, c'est qu'on travaille à ce qu'on a prévu dans le précédent, qu'on puisse l'appliquer. Le premier défi de Wadayi, ce qu'on attend de lui, c'est est-ce qu'il va mettre du sang neuf dans l'équipe? Est-ce qu'il va continuer avec la même personne? Parce qu'on a déjà vu... Les autres qui sont au gouvernement depuis 10 ans, vous dérangent-ils si tant? On a déjà vu qu'il y en a qui, alors qu'ils sont candidats à la députation, au lieu d'aller siéger au Parlement, ont déposé leur démission, ont suspendu leur participation à l'Assemblée nationale et sont revenus au gouvernement. Elle s'est dit qu'ils vont rester, elle s'est dit qu'ils vont poursuivre leur épopée ou leur marche au sein du gouvernement. Je pense que Wadayi doit comprendre à 49 ans, on ne s'entoure pas de vieux os, s'il vous plaît. À 49 ans, on travaille à ce que ceux qui vous ont aidé et qui ont de la compétence, je ne suis pas dans des compromissions. Je ne suis pas dans on positionne le gars là parce que, alors qu'il a rien dans la tête, non. Wadayi doit savoir qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers sa personne. On a d'ailleurs suivi le président Macron qui a adressé ses félicitations au président élu. Le président Donald Trump des États-Unis a également adressé une correspondance dans laquelle il a dit, écoutez, félicitations et tout. Tout cela ont les regards fixés, les regards tournés vers le président de la République élu, Wadayi, lequel était d'ailleurs, il y a quelques jours, était sur le terrain de golf avec Patrice Talon, sans doute pour qu'il comprenne qu'en réalité, ce qui est attendu de lui, c'est que les Béninois veulent voir leur panier se métamorphoser un peu. La cherté de la vie également, comment ça change?
pour qu'on puisse commencer par manger un peu frais. Déjà que l'autre, son challenger nous a promis que s'il avait été élu, il va faire en sorte que le croupion de dinde ou bien que le abord, l'aileron soit à combien, à un montant, parce qu'il sait que ça, les Béninois adorent ça. Avec un peu de gari, on se met à l'aise. Nous sommes sur le nouveau manager TV qui parle un peu économie. Et donc là également, vous savez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Béninois n'attendent pas grand-chose. Patrice Talon a développé le pays, il a mis le pays en chantier, ça continue jusqu'à présent. Tout ce que les Béninois veulent, c'est le social. Qu'est-ce qu'on met dans le social? C'est pas remplir l'hélicoptère de billets de 1000 francs, 2000 francs qu'ils vont distribuer en l'air, non. C'est de faire en sorte que quand on se lève le matin, on se dise oui, j'ai à manger le matin, à midi et le soir. Faut pas que, alors que certaines personnes sont bien payées, mieux payées, bien rafraîchies, frigo rempli, que d'autres soient là en train de se demander, je finis d'abord le boulot la matinée, je finis à 20h, c'est à 20h là qu'on amène à manger du akassa avec un peu de poisson aux enfants à la maison. Ça, nous ne sommes pas dans un pays où la prospérité est vraiment partagée. Alors, Omar Salouf, on entend dire que Roumé Wadaï, il y a beaucoup de pression, beaucoup de demandes pour certains acteurs politiques, soit qui sont soit en prison ou en exil. Ce que Patrice Talon n'a pas voulu faire, pensez-vous véritablement qu'il faut rêver que Roumé Wadaï puisse le faire aussi facilement, sans tenir compte de son mentor, qui, évidemment, sera encore au niveau du Sénat, qui a le pouvoir de réguler tout et de tout contrôler aujourd'hui? Alors, pardon, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre aussi à la question concernant les premiers défis les défis immédiats du nouveau président Roumé Wadaï. Le premier défi, c'est de rajeunir la classe politique béninoise. Je ne le dis pas parce que j'ai horreur de la... Ben, ils ont fait 10 ans. Ils peuvent se reposer maintenant. Ils n'ont pas encore 50 ans. Ils peuvent se reposer. Vous savez, on fait parfois de dire certaines vérités parce que, vous savez, chez nous en Afrique, on a un profond respect pour les grandes personnes, on a un profond respect pour les sages, mais il faut qu'on le dise, il faut que Roumé Wadaï rajeunisse la classe politique béninoise, il faut qu'il montre, il faut qu'il montre avec élégance, respect et humilité la porte de la retraite à certains politiques béninois, à certains hommes politiques béninois. Il faut qu'ils aillent à la retraite. Il faut qu'ils laissent la place aux jeunes. Même dans la fonction publique, quand tu fais 20 ans, 30 ans, on va à la retraite, on laisse la place. Pas forcément à son enfant, on laisse la place à d'autres personnes. Il faut que Roumé Wadaï réussisse à montrer cette porte de sortie-là aux anciens pour qu'ils aillent se reposer. Déjà, à commencer par son gouvernement, rien ne l'oblige à, quelles que soient leurs compétences, à maintenir certaines têtes dans ce gouvernement-là. Surtout des têtes régimistes qui ont traversé tous les régimes. Pas que régime démocratique, des régimes depuis Kérékou, qui sont toujours là. Qui sont toujours là. Ils ont fait Erouzou, ils ont fait changement, ils ont fait... Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Il y a quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, paix à son âme, qui a tout fait. Il y a ces gens de personnes-là que Roumé Wadaï doit, avec élégance, pas congédier forcément, mais doit aider à trouver une place à la retraite. La mobilisation de ces personnes, pratiquement du troisième âge, excusez le terme quand même, qui sont sortis à la dernière minute, qui ont apporté le soutien à Roumé Wadaï. Vous dites que maintenant il faut qu'ils tournent le doigt à ces personnes. Ils ont fait leur travail. Ces personnalités ont besoin de continuer à vivre aux frais de l'État. Non, il faut supposer, pardon, ce qui est souhaité, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, ce qui est souhaité aujourd'hui, c'est que Patrice Talon, voulant partir, puisse les embarquer tous comme s'il jetait le filet dans l'eau et les emporter tous avec lui. Malheureusement, c'est ce qu'on avait souhaité avec la classe politique au niveau du Parlement, en se disant qu'au niveau du Parlement, il allait travailler à ce que tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui ont joui des fruits du pays allègrement pendant des années, avec qui il avait on avait dit qu'on est élu une fois, dans 2 mandats, une fois non renouvelable ou quelque chose de ce genre. Désormais, vous êtes député à vie. Je pense que ça fait partie des reculs qu'on a constatés au niveau des élections chez nous. Et donc, Patrice Talon, ce qui est souhaité, c'est qu'il parte avec certains ministres et certains députés. Donc, Wadaï travaille
à rajeunir la classe politique, comme le demande, comme le souhaite Thomas Salos. Oui, la question c'était de savoir si Romuald Wardani aurait les coups des franches, c'est ça, non? Ce que Patrice Talon n'a pas voulu faire, est-ce il que Wardani peut le faire en prenant une décision aussi personnelle, une initiative personnelle, de le faire, notamment peut-être le pardon à l'amnistie ou la grâce à accorder à ceux qui sont en prison, permettre à ceux qui sont rentrés au pays. À plusieurs reprises, le chef de l'État a été interpellé sur la question. Des lois ont été votées en la matière, mais le chef de l'État est resté très insensible. Et en se conformant aux exigences de la loi, en tout cas de la justice béninoise, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec les pressions, puisque tout le monde est allé dans les rangs, espérant faire pression sur le jeune président pour qu'il puisse leur donner accorder cette faveur, pensez-vous que ça va être facile pour Wardani de le faire? Alors, il y a une expression du président élu, bon, du nouveau président qui a circulé longtemps, qui continue de circuler, qui dit que je ne serai pas un président sous tutelle. Cette expression est déjà très forte pour dire en réalité que Romuald Wardani déjà donne des signaux du fait qu'il va s'affranchir de la tutelle d'un ancien président. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique et vous savez très bien que le discours politique est toujours différent de l'action politique. Oui, je sais, mais déjà, il faut savoir que c'est à partir d'un certain moment, Romuald Wardani qui a à la main le bâton et la carotte. C'est à lui de savoir ce qu'il faudra faire, la thérapie qu'il faudra adopter. Président Patrice Talon sera au Sénat, peut-être président du Sénat, mais les Béninois savent que c'est Romuald Wardani qui a été élu et en tant que tel, c'est à lui de prendre les décisions qui vont apaiser sa gouvernance, qui vont l'aider à apaiser le pays, qui vont l'aider. Oui, j'ai le ferme espoir qu'il y ait moins de grincement. J'ai le ferme espoir que tout le monde se sente bien dans son pays. J'ai le ferme espoir qu'on dise que le Bénin est un pays unifié. J'ai le ferme espoir que le Bénin soit un pays où il y a une fête tous les jours, en fait, tout simplement. Alors, on a pu voir des mouvements de toutes les régions du Bénin, les jeunes, les médecins, les personnes âgées créer des mouvements, des regroupements politiques de circonstances pour apporter leur soutien à Wardani. La finalité, c'est de faire en sorte que Wardani soit élu. Et donc, le concept à l'époque, c'est rentrer dans le rang, tout le monde est rentré dans le rang. Aujourd'hui, ce rang a-t-il toujours son droit de citer ou bien le rang est terminé et déjà rompu? Il y a l'autre chef d'arrondissement qui disait que le rang est terminé. Il avait annoncé fermer ça le 14. Pour moi, le rang ne peut pas se fermer. Nous sommes tous des Béninois. Il y a ceux qui aident à l'élection, mais il y a ceux dont on a besoin pour gouverner. Aujourd'hui, je pense que Romuald Wardani, il a besoin de gens, peut-être qui n'ont pas mouillé le maillot pour lui, mais des gens qui ont certaines compétences à faire valoir. Il y en a, par exemple, qui sont porteurs de projets. Il y en a, par exemple, qui ont des ambitions pour le pays, qui ne sont même pas au pays et auxquels il va falloir qu'ils fassent appel pour l'aider à gouverner. Vous savez, quand on parle un peu des premières heures de Wardani, ça me rappelle un peu les premières heures de Boni Yayi. Vous vous rappelez dans ce pays, alors que Boni Yayi a pris les pouvoirs, a pris les rênes de ce pays des mains de Mathieu Kérékou, on se rappelle à cette époque-là, il y a eu une marche qui, je crois, a quitté l'Étoile Rouge, qui a atterri chez Yayi à Kadiaoun, pour lui dire qu'on ne veut pas d'un ancien ministre dans son gouvernement. Et ceux qui étaient à la base de cette marche-là, après, on a su ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi permettre de marcher aujourd'hui, de dire encore à Wardani, écoutez Wardani, monsieur le président, on ne veut pas avoir d'ancien ministre dans votre gouvernement. Ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, tout est calibré à quelques millimètres près. Nous avons un Sénat qui va être l'arbitre central du jeu, qui a la VAR, qui regarde dans la VAR les mauvais comportements, qui peut revenir et dire attention, tel a fauté, on enlève, on fait ci, on fait ça. Et il y a le Sénat qui peut donner des cartons rouges, des cartons verts, des cartons blancs, même vous arrachez carrément votre citoyenneté. Vous voyez, donc c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on se pose des questions. Ce Sénat également qui, pour certaines lois, a une obligation, a une objection. C'est-à-dire quand vous envoyez une loi au Parlement, le Sénat dit, il faut que, pour que ça aille là-bas, il faut qu'on puisse voir ça. De sorte qu'aujourd'hui, si le gouvernement décide de faire voter une loi d'amnistie, il faut que le Sénat dise oui, nous sommes d'accord pour cette loi-là, sinon la loi ne passera pas. Ouais, donc,
C'est vrai, ils ont mis tellement de dates, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que Wada Romuald a vraiment les coudées franches pour vraiment organiser sa gouvernance, faire en sorte qu'il revient en tant que digne fils de ce pays, de savoir qu'au bout de 7 ans, c'est lui qui sera redevable devant le peuple béninois de son bilan. Et donc, s'il sait jouer sur les manettes, il pourra travailler et se faire porter en triomphe comme l'a été son mentor. Quelle attente, en tout cas, quelle action par rapport aux attentes de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a la question de l'emploi des jeunes. On constate que c'est un défi assez important. Il y a la question des AME qui a de tout temps été citée. Et évidemment, le président élu qui avait fait la promesse de reverser les AME et qui, évidemment, après, pendant la campagne, a fait comprendre qu'il bon, ne faut pas que quelqu'un vienne leur mentir. C'est un processus. Quelle attente par rapport, quelle action par rapport à ces attentes de la jeunesse, notamment pour l'emploi des jeunes? Alors, déjà qu'il a annoncé la création de pôles économiques, la facilitation d'accès au microcrédit ou au crédit tout simplement. Ces deux annonces donnent l'espoir que la jeunesse sera véritablement au cœur de l'action. Parce que qu'on le veuille ou non, ne pas prendre en compte les attentes de la jeunesse, c'est de naviguer à vue en fait. Parce que lui-même étant jeune, il doit comprendre qu'il a besoin de cette force de se faire de lance du développement pour aller au bout de ses idées. Il a lui-même dit que ce n'est pas un rêve, que c'est un plan. En parlant de son projet de société, il doit déjà donner cette priorité à la jeunesse d'avoir accès et facile à certaines opportunités, à certaines facilités pour permettre de développer les idées. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises ces 10 dernières années, mais qui ont l'air ne pas être suffisantes. Et donc, il faudra davantage d'initiatives, il faudra davantage inciter la jeunesse à avoir des projets, à initier des projets et à donner cette possibilité à la jeunesse d'avoir la facilité de réaliser ces projets-là. Et donc, les attentes de la jeunesse, c'est de donner cette possibilité-là à ce que les choses aillent rapidement, que la terre continue à nourrir son homme, que les jeunes, au lieu de quitter leur village pour envahir les grandes villes comme Cotonou, comme Zémidjan, restent dans leur village, développent des projets agricoles, développent des projets de pisciculture, de maraîchage et tout, pour nourrir le village, pour se nourrir, pour survivre et vivre mieux au quotidien. Alors, quand on a suivi le candidat, quand il présentait son projet de société, la priorité numéro 3, c'est paix et cohésion sociale. Comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut concilier paix et cohésion sociale, en tout cas pour la période après l'élection, la compétition électorale? On a pu voir quand même le principal opposant qui avait annoncé avant les élections qu'il y avait des tentatives de fraude, mais qui après n'a pas dénoncé, mais qui a apprécié, qui a félicité et passé à autre chose. Oui, je pense que quand on parle de cohésion sociale, ça voudrait dire que chaque partie de la nation puisse jouer sa partition, que l'opposition, du moins ce qu'il en reste, puisse jouer sa partition, qu'on puisse donner à cette opposition-là les moyens de pouvoir agir, même en présence de trêve politique. Et il faut quand on élabore désormais, il faut rappeler que nous avons décrété une trêve qui est entrée en vigueur depuis le jeudi, avec la publication dès lors que la Cour constitutionnelle proclame le résultat définitif, la trêve entre en ligne de compte. Donc attention à ce que vous allez dire. Mais est-ce que la trêve voudrait dire qu'il faut se taire? On dit qu'il faut faire des critiques constructives. On dit qu'il faut travailler, il faut critiquer, mais dire on peut faire telle chose. Donc, oui, cohésion sociale, c'est comment on fait pour que chaque acteur de la société, que ce soit société civile, société politique, société culturelle et tout, puisse se sentir concerné par ce qui est fait. Quand on parle de société civile, il faut également avoir un œil sur les médias. Est-ce que les médias peuvent, sous Wadani, retrouver le lait de noblesse? Le journalisme que nous sommes, le journalisme que nous faisons, les maisons de presse, les patrons de presse, ceux qui travaillent, les magazines, le nouveau manager TV, qu'est-ce que l'État fait pour accompagner ces initiatives-là? Il faut que l'État puisse les accompagner parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la presse américaine,
c'est parce qu'il y a une certaine liberté quand même là-bas. On parle de la presse américaine, même si cette liberté aujourd'hui est encadrée. Je sais que dans aucune démocratie, la presse est totalement libre, mais il faut pouvoir aider ceux qui ont des initiatives nobles à pouvoir avancer. Et je pense que l'autre point de la question également, quand on parle de paix, c'est surtout par rapport à ceux qui sont en exil. Hein, les Béninois qui sont en exil, les Béninois qui sont en prison et tout. Comment est-ce qu'on organise leur retour au Bercail? Parce que c'est ce que les Béninois également attendent. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à savoir exactement si c'est seulement les acteurs de la majorité présidentielle qui ont travaillé à ce que Wadayi soit élu. Je ne le pense pas. Il y a même des acteurs de l'opposition, des acteurs comment dit-on, des acteurs inconnus, des acteurs de l'autre bord qui ont travaillé parce qu'ils se disent en ce jeune-là, en ce monsieur Wadayi Romuald, ils ont trouvé, c'est pas, chaussures à leurs pieds, ils se disent voilà, quelqu'un qui peut travailler à ce que tout cela puisse revenir au Bercail. Donc, je pense que les regards sont tournés vers Wadayi pour qu'il puisse, comme il a dit, faire régner cette paix et cette cohésion sociale dans notre pays, le Bénin. Il a institué, en tout cas dans la nouvelle configuration de la loi fondamentale, que dès lors que les résultats définitifs sont programmés par la Cour constitutionnelle, la trêve entre en jeu. On a pu voir le candidat opposant, adversaire à Robert Wadayi, qui annonçait déjà avant les élections qu'après les élections, qui serait partie prenante du pouvoir. Et donc, la trêve s'ajoutant à cette situation. Et le Parti démocrate est, lui, presque vidé de son contenu. Le parti NFN de l'opposition, déjà, qui a soutenu Wadayi, le parti MPL soutenu Wadayi. Évidemment, il n'y a plus pratiquement d'opposition. Mais j'ai envie de vous demander quelle place pour l'opposition dans cette nouvelle configuration politique. L'opposition aura la place qu'elle se serait faite. Je ne pas Antoine Guédou également. Qui également, on a vu sa position. Oui, l'opposition trouverait la place qu'elle se donnerait au vu de la configuration actuelle. D'abord, pensez-vous qu'il y aurait peut-être l'avènement d'une autre forme d'opposition, sachant qu'il faut que les critiques soient constructives et sachant très bien que les nôtres ici ne font pas de propositions, le plus souvent sont là à tout perdre en noir. C'est clair qu'il y aura une nouvelle forme d'opposition parce que justement, il y a la trêve, parce que justement, c'est encadré, parce que justement, on ne peut plus dire tout et n'importe comment. C'est la réalité. Cette nouvelle forme d'opposition appelée à être constructive, appelée à apporter de l'eau au moulin du pouvoir en place, apporter à donner des idées novatrices ou constructives à ce qui se fait par le pouvoir en place. Cette opposition devra se réinventer, devra se mettre au pas de la nouvelle configuration dont vous parlez. Le Parti Les Démocrates, presque vidé de sa substance, Noureno Attiadé vous dira non, que lui, il est toujours là, qu'il continue d'être, qu'il est le président de ce parti politique-là et que l'autre président par intérim ne l'est plus dès lors qu'il a été élu, lui, à ce conseil-là, Conseil national contesté jusqu'à présent par Éric Moulété. Et donc, Noureno Attiadé je le vois avoir envie de tenir la dragée haute, de subsister dans cette nouvelle atmosphère-là pour ne pas que le Parti Les Démocrates définitivement soit rayé de la carte politique. Et de l'autre côté, je vois que Romuald Wadayi a intérêt de maintenir un petit bout d'une certaine opposition existée parce que aux yeux de la communauté internationale, il ne serait peut-être pas bien qu'on dise que l'opposition est totalement inexistante au Bénin. Parce que justement, nous sommes un pays démocratique et un pays démocratique, c'est des voix et des contre-voix. C'est des avis et des contre-avis. Et pour cela, il faut une mouvance, comme on le dit, et il faut une opposition pour animer l'espace politique public. Croyez-vous en une opposition qui puisse exister pendant les 6 ans de trêve? Encore que, en citant, on a quand même Kandidi Asanaï qui est l'opposition de l'opposition résistante qui est en prison aujourd'hui. Et parlant justement du Parti des démocrates, celui qui revendique la présidence du parti a créé un mouvement, en tout cas appelé Pacte républicain, est allé faire campagne pour le candidat de la mouvance, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a espoir d'avoir une opposition qui se penche sur les problèmes des populations et joue son rôle face à une mouvance qui a le tapis rouge déjà déroulé devant et qui peut faire ce qu'il veut?
Oui, quand on suit un peu le déroulement du processus ayant conduit à ce 12 avril, à l'élection de Wada Iromuald confirmée par la Cour constitutionnelle, on se rend compte que nous avons une opposition réelle dans le pays. L'opposition, aujourd'hui, est aux mains du parti Les Démocrates. Parce qu'à l'issue des dernières élections législatives et communales et tout, le parti qui a réussi à avoir plus de 10%, c'est le parti Les Démocrates, quoique n'ayant pas de députés au Parlement. Et les tests ont été clairs là-dessus. Les tests, le code électoral a été clair en disant un chef de file de l'opposition, le parti qui a réussi à avoir ça, le revient de droit, de se revendiquer parti d'opposition. Oui, pour la guéguerre... c'est devenu un parti bicéphale. Non, on ne peut pas encore dire que c'est un parti bicéphale. C'est pas possible parce que, oui, pour le moment, parce que ils sont actuellement, c'est pas devant les tribunaux. Ce qui est certain, Wada Iromuald n'a pas intérêt, comme il a dit, à ce qu'on dise que sous sa gouvernance, il n'y a aucune opposition. Parce que la démocratie, c'est la minorité, c'est la majorité. La démocratie, c'est travailler à ce qu'une certaine minorité puisse avoir voix au chapitre, puisse effectivement porter la voix de ceux qui n'ont pas accès à vous. Et si jamais, et c'est pourquoi je dis, même quand on parle de soutien des centrales syndicales, les centrales syndicales ne sont pas en lien de subordination avec le président de la République. Elles peuvent à tout moment rompre avec ce soutien-là et dire, écoutez, la ligne qu'il est en train de prendre là, rompre le rang et dire, attention, la ligne qu'il est en train de prendre là, on en a vu dans ce pays qui ont dit, nous sommes d'accord, mais après, ils se rendent très vite de l'autre côté pour dire, attention, la ligne, là où il nous amène là. C'est comme si vous êtes tous embarqués dans une locomotive et vous évoluez, et vous voyez que le conducteur pompant, il évolue avec le sifflement du train, et vous voyez qu'il est en train de plonger droit dans les tunnels de ça. Il vaut mieux sauter parce que en étant sûr de pouvoir atterrir peut-être dans une brousse et d'avoir une jambe cassée que de se laisser conduire droit dans le mur et après que ça prenne feu et que tout puisse aller en incendie. Donc, oui, il y en aura forcément qui vont peut-être se dire à un moment donné, non, ce qu'il avait prévu, il n'est pas en train de le faire. Donc, je ne vois pas une opposition qui disparaît avec Wada. Bien au contraire, il a intérêt à ce que cette opposition subsiste et soit maintenue et conformément au texte que cette position puisse rester. C'est en cela que je dis... Quand vous dites qu'il a intérêt, j'ai comme l'impression que, bon, vous voulez vous apporter de l'eau au moulin de certaines personnes qui pensent que, oui, il faut une opposition arrangée qui existe de non en réalité. Non, il ne s'agit pas d'une opposition arrangée. Il faut que ce soit spontané. Mais en l'état, ce qui se passe, est-ce que ça permet d'avoir une opposition spontanée quand vous suivez, qui a un pouvoir? Quand vous suivez la logique développée par le Parti des démocrates, le Parti des démocrates dit, nous avons écouté les deux duos de candidats sur le projet de société, nous avons compris que dans le projet de société, ils ont des éléments que nous revendiquions. Et donc, on a intérêt à travailler avec eux. Et ils ont dit, on ne travaille pas pour un boycott. On demande à nos militants d'aller voter, sans donner de consigne de vote pour dire on vote pour tel et tel. Donc, mais on les a vus, ils sont allés voter, mais pas tous. Mais c'est quand même pas. Mais pas tous, non. Mais maintenant, non. Pourquoi vous pensez qu'il faut forcément appeler un boycott? Par exemple, le processus électoral en France avec le Assemblée nationale de Le Pen là. Quand il y avait cette situation pour la dernière élection présidentielle, vous allez voir qu'ils se sont abstenus de donner des consignes de vote. Oui, mais ils n'ont pas appelé au boycott non plus. Ils n'ont pas appelé au boycott non plus. Oui. Il y a eu un silence et donc ils se sont tués. C'est ce que le Parti des démocrates aussi a fait. Plutôt que de dire d'aller voter sans pouvoir donner de directives quand même. Non. Ça semble être une position assez mitigée. Au fond, j'ai compris que le parti politique, les démocrates, a voulu lever tout équivoque en se disant on n'a jamais appelé au boycott de cette élection, étant donné que nous nous retrouvons un peu dans ce qui est prévu dans le projet de société. Pour moi, c'est comment il fait aujourd'hui Wada Iromuald d'investir le 24 mai prochain, jour de Pentecôte, vous qui êtes évangélique, pasteur et tout. Quand le 24 mai prochain, c'est Pentecôte. L'Esprit Saint va descendre sur lui. Pour moi, c'est un jour. Pour moi, c'est un jour béni. Pour l'éclairer. Et donc pour l'éclairer, voilà. Et donc voilà. Ça veut dire que peut-être que les gens, les législateurs, en concevant les tests, ne se sont pas dit que ça allait tomber sur le jour de Pentecôte. Pour eux, c'est des derniers dimanches du mois, de temps en temps. Mais il se fait que Dieu veut leur montrer un signal en leur disant, attention, ce petit, c'est moi qui l'ai béni. Et donc, c'est mon fils. Donc, et il faut qu'il travaille. Donc, j'ai espoir que la colombe viendra descendre sur lui et qu'on verra vraiment de belles choses dans ce pays, qu'on verra la cohésion sociale, qu'on aura la paix, qu'on fera en sorte que tous les Béninois, autant que nous sommes, acteurs des médias, qu'on puisse vraiment se dire, oui, on a travaillé à ce qu'il soit là et on est content. Voilà. 24 mai 2026, Robert Wada sera investi président de la République. Oui, vraiment le dit si bien, l'annonce si bien, jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu à travers, en tout cas, une colombe sur Jésus pour annoncer ce que vous savez. Bon, c'est vrai que vous êtes musulman,
Croyez-vous en ce que, oui, ce jour-là où il sera investi, c'est peut-être une aube nouvelle véritable et qu'il sera véritablement inspiré et éclairé par Dieu pour conduire les aspirations du peuple et être à l'écoute des populations plutôt que d'être à l'écoute d'une minorité de la classe politique qui pense avoir comment vous appelez, le potentiel politique. Alors, le 24 mai, c'est le jour de Pentecôte, mais il faut préciser également que quelques jours après, entre le 27 et le 28, c'est la Tabaski. Voilà. Donc, c'est une période de grâce pour un bon béninois où on vit en communauté entre chrétiens, musulmans. Donc, en tant que musulman, vous le conviez à venir tuer aussi. Oui, que les sacrifices qui se feront à l'occasion de cette Tabaski-là portent des prières pour l'apaisement du pays, pour que Roméo Wardani puisse, en tant que président de la République, puisse gérer de façon convenable le pays. Et donc, dans ces conditions de grâce, dans ces conditions de festives, dans ces conditions festives, où il prête serment, ça devient comme une obligation peut-être spirituelle, de foi, de se rappeler que le Bénin doit triompher tout simplement, que le Bénin doit transcender toutes les querelles, que nous avons l'obligation d'unifier tous les fils et filles du pays afin que le Bénin continue à triompher, continue sur la voie du développement tracé depuis quelques années. Nous sommes au thème de cette émission. Ayman Pafé Naboussou, votre mot de la fin, déjà, avec tout ce qu'on a dit, vos attentes personnelles vis-à-vis du chef de l'État pour finir. Attente personnelle, c'est par rapport aux hommes des médias. Nous sommes journalistes, nous voudrons quand même que l'homme des médias que nous sommes, qu'on puisse se sentir protégé, qu'on puisse se sentir épanoui sous le magistère de Wardani Romuald. Et peut-être aussi que Patrice Talon, avant de partir, peut nous faire également ce coup de cet honneur-là, en sachant... Encore plus, c'est les deux qui sortent maintenant. C'est les deux qui sortent maintenant, oui, parce que pour qu'ils se rappellent un peu comment il est venu au pouvoir en 2016, on sait quel a été le rôle des médias pour que Patrice Talon soit élu. Sans doute que au niveau de Wardani, avec Wardani, on va voir de belles choses. Mais ce que je suis en train de voir, ma crainte, ou pas, c'est pas une crainte. Je vois l'image de Wardani qui installe le Sénat le 24 et qui consacre le bureau du Sénat avant d'aller se faire investir président de la République. C'est bien possible parce que c'est ce qui risque d'arriver et ça pourrait être, c'est pas la surprise du 24 mai prochain. Alors, oui, mes attentes, c'est que Roméo Wardani puisse être porté en triomphe au soir des 7 prochaines années, qu'il fasse une part belle à la jeunesse. Ce n'est pas pour dire qu'il faut pousser dans la tombe tous les vieux politiques, mais il faut les aider à avoir une retraite paisible parce qu'ils auront donné suffisamment. Il y en a qui en auront de doré au Sénat. Au-delà de ceux-là, que tous ceux qui ont servi longtemps le pays se donnent cette possibilité-là de jouir d'une retraite pour laisser la place à la jeunesse. Ceux qui sont rentrés dans la campagne, on suppose qu'ils l'ont fait pour leurs fils et filles que nous sommes. Et donc, un hommage au papa de Wardani qui était, au père de Roméo Wardani qui était leur ami également. Voilà. Et donc, que Roméo Wardani donne cette priorité à la jeunesse, donne cette possibilité à la jeunesse de montrer toute la compétence qui est la sienne pour que le Bénin puisse être fier d'avoir un pays en majorité jeune. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Au thème de cette émission, une évidence s'impose. L'élection présidentielle marque la fin d'un processus démocratique, mais surtout le début d'une responsabilité historique pour le président élu Romuald Wardani. Le peuple a tranché, il a exprimé ses espoirs, ses attentes, mais aussi ses exigences. Le temps de la campagne est désormais révolu, place à l'action, à la responsabilité et aux résultats. Le nouveau pouvoir est attendu sur des décisions aussi fortes, notamment concernant les exilés politiques, les prisonniers également, mais également sur des réformes concrètes et une gouvernance
exemplaire. Mais la réussite ne dépend pas uniquement des dirigeants, elle repose également sur l'engagement collectif de tous les citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Construire une nation forte, stable et prospère exige unité, dialogue et sens du devoir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro.